Bonjour, je vous présente cet ouvrage, Platon, l'apologie de Socrate. En grec, apologie, défense. Discours ou écrit destiné à convaincre de la justesse de quelque chose, à assurer la défense de quelqu'un. Platon signifie large, large de front, de large carrure, de style ample. L'ouvrage, l'apologie de Socrate, est le plus lu. Première période de son œuvre, des dialogues socratiques. Il rapporte les allocutions que Socrate aurait prononcées devant ses juges avant et après sa condamnation. D'autres auteurs comme Xénophon ont aussi fait une apologie de Socrate. L'histoire tranchera en faveur de Socrate comme une victime innocente et les Athéniens des brutes injustes. Cette apologie est un message philosophique proche que ce que Socrate a voulu exposer sur le destin et l'âme après la mort. Ce n'est pas un compte-rendu de ses propos, mais non plus une fiction. Ses lecteurs présents au procès l'auraient d'ailleurs décrié à l'époque. Une version pas trop éloignée de la réalité historique. Sachant que Platon était son disciple. Socrate est accusé d'impiété et de corruption, coupable de ne pas croire aux dieux reconnus par la cité et d'introduire de nouvelles divinités. Les accusateurs sont Mélétos, Anytos et Lycon. Les juges condamnent que si l'accusation réunit 1/5 des votes de culpabilité. Sinon, l'accusateur se voit infliger une amende. C'est surtout une Athènes vaincue et ruinée qui a tout fait basculer. Le retour aux croyances familiales et traditionnelles, si Athènes avait conservé la dureté au travail, face à Sparte qui a su garder la rigueur des mœurs ancestrales. Socrate est donc un obstacle à la reconstruction de la cité. Il est un ennemi du régime. Face à l'amnistie, la ruse fut l'attaque sur l'impiété. La religion traditionnelle est un irremplaçable facteur de cohésion sociale et politique. Une ambiguïté du texte est la procédure inusitée qu'a l'accusé d'interroger ses accusateurs. Socrate montre qu'on ne peut pas à la fois être athée et introduire des dieux nouveaux. Socrate continue devant le tribunal de la philosophie de réfutation qu'il a précisément fait accuser. Platon fait une démonstration de socratisme. Socrate, un sage. Plus qu'une erreur judiciaire, Platon dresse un portrait de Socrate qu'il veut léguer. Épictète prétend faire de Socrate un pré-modèle du stage stoïcien. Maître de lui, hors d'atteinte du monde extérieur, portant sa richesse en lui-même, libre de la vraie liberté qui est intérieure. Il réfute les faux savoirs. Ce portrait de Socrate, de philosophe à la recherche du savoir, face à des gens qui vivent de leur ignorance, et pire qu'ils tiennent cette ignorance pour un savoir. Lui-même n'ayant pas atteint ce savoir, Socrate se prétend comme le plus savant de ses contemporains. C'est un degré dans l'ignorance. Puis s'étant purgé de son faux savoir, c'est la phase critique, et des opinions erronées, arrive à la phase de découverte du vrai savoir. L'oracle de Delphes, cité dans l'Apologie, autorise à Socrate son entreprise d'enquête philosophique.
rupture de ses prédécesseurs philosophes, s'appuyant sur l'autorité du Dieu. On ne parle pas contre la vérité. C'est le Dieu qui le contraint. Ce que je dis est juste et j'en suis sûr. Platon blâme les Athéniens qui n'ont pu être bons juges. Le discours qu'il accuse est persuasif, à opposer à la vérité. Des calomnies déguisées en vérité persuasive. Autant se battre contre des ombres, calomnies enracinées, peu importe, que les choses tournent comme il plaît à la divinité. Mon devoir est d'obéir à la loi. Socrate rend plus fort l'argument plus faible. Il enseigne à d'autres à faire comme lui. Il est beau d'instruire les autres. En effet, Socrate ne se faisait pas payer pour son enseignement, à la différence des sophistes. Les démocrates voient d'un mauvais œil ceux qui prétendent se distinguer par leur mode de vie. La loi démocratique est celle de la majorité. Socrate reconnaît qu'il possède une science, la science propre à l'homme. Ses détracteurs sophistes poursuivant une recherche dépassant les capacités humaines. Il veut dire que nul ne peut prétendre posséder la science de transmettre la vertu. Le témoignage qui attestera sa science est le Dieu qui est à Delphes. Son ami, Chéréphon, demande un jour au Dieu la question: y a-t-il quelqu'un de plus savant que Socrate? La Pythie répondit que nul n'était plus savant. Le Dieu ne peut mentir, cela ne lui est pas permis. Socrate décida de vérifier en demandant à des hommes savants pour réfuter l'oracle. Il se croyait savant et ne l'était pas. Ainsi, il attira son inimitié ainsi que celle de ses assistants. Il croit qu'il sait, bien qu'il ne sait pas. Tandis que Socrate ne sait rien et ne croit non plus rien savoir. Puis un jour, encore plus savant et pareil avec plusieurs autres. Socrate se faisait des ennemis. Toujours en quête de l'oracle. Les plus renommés lui parèrent les plus en défaut, tandis que d'autres, qui passaient pour inférieurs, lui semblèrent plus sains d'esprit. Impossible de prendre sur le fait l'infériorité de son savoir. Pour Socrate, les poètes sont supérieurs aux hommes politiques par leurs œuvres dont il reconnaît leur beauté. Questionnant les poètes, Socrate conclut que leur création était due non à leur savoir, mais à un don naturel, à une inspiration divine, analogue à celle des prophètes et des divins. Ils n'ont pas la science de ce qu'ils disent. Les poètes aussi croient être plus savants. Les artisans savent ce qu'ils font et comment ils le font. Mais Socrate leur reproche de se croire experts dans les domaines hors compétence, comme la politique. Critique de ceux qui ignorent qu'ils ignorent. Condamnation de l'ignorance non reconnue à celle d'un savoir impur, car mélangée à l'ignorance. Socrate préfère encore l'ignorance reconnue. Socrate étant plus savant qu'eux, la haine grandit contre lui. L'oracle a voulu déclarer que la science humaine est peu de choses ou même qu'elle n'est rien. Socrate interroge, il met en lumière l'ignorance du savant. Cela occupe tout son temps et vit dans une extrême pauvreté, car au service du Dieu. La jeunesse s'attache à lui spontanément, à la différence des sophistes qui font la chasse pour ameuter leurs auditeurs. À foison, des gens croient savoir, tout en ne sachant que peu ou rien du tout. Ce sont eux qui accusent Socrate de corrompre la jeunesse. La vérité, c'est que ces gens ont été convaincus de faire semblant de savoir quand ils ne savaient rien. Il dit vrai, et c'est bien là la calomnie. Socrate est coupable de corrompre la jeunesse. Ce qui le rend meilleur, ce sont les lois. L'un des fondements de la démocratie, l'excellence du grand nombre. L'accusation est un prétexte.
Un homme doit considérer si ce qu'il fait est juste ou non, s'il le conduit en homme de cœur ou en lâche. C'était une question d'honneur que de mener à bien sa tâche, que d'exécuter la demande du Dieu, de vivre en philosophant. C'était désobéir au Dieu de l'oracle que de ne pas y croire, d'être athée, car il a obéi. Il y croyait au Dieu, croyant savoir qu'il ne savait pas. Avoir peur de la mort, c'est s'attribuer déjà un savoir qu'on n'a pas, car comment imaginer le plus grand des mots si on l'ignore? Socrate veut un savoir et non une croyance. Socrate sait qu'il est mauvais et honteux de faire le mal. L'empêcher de philosopher était pire que la mort. Tant que j'aurai un souffle de vie, soyez sûr que je ne cesserai pas de philosopher. Tu ne rougis pas de donner des soins à la fortune et rien à ton âme. Son zèle est d'aller dans les rues pour persuader et de se préoccuper de son corps ni de sa fortune, mais de son âme, pour la rendre aussi bonne que possible. La fortune ne faisant pas la vertu. Quoi qu'il arrive au procès, il ne changera jamais de conduite, ce qui est une provocation au tribunal. Condamné à mort, ce n'est pas Socrate à qui vous ferez du tort, mais à vous-même, Athéniens. Aucun homme de valeur ne peut être lésé par qui ne le vaut pas. Ce sont les Athéniens que défend Socrate pourtant. Il mésestime ce que la divinité leur a donné. Socrate a un rôle d'éveilleur. Il incite les Athéniens à devenir meilleurs grâce à la vertu. Il presse les Athéniens de s'appliquer à devenir meilleurs. Le seul témoin à charge est sa pauvreté. Tout a commencé dès son enfance. Une certaine voix qui se fait entendre. La voix divine, disait Socrate, et elle lui disait ce qu'il devait faire. Son devoir est de braver le danger avec la loi et la justice. Socrate ne veut rien faire d'injuste ou d'impie. Il considère qu'il n'a pas de disciple, car ses auditeurs sont libres de l'écouter et de le questionner sans lui donner de l'argent, et voir examiner en l'écoutant ceux qui se croient savants, mais qui ne le sont pas. Si ses conseils étaient mauvais, des témoins se présenteraient pour l'accuser, mais il n'y en a pas. Au contraire, ils l'assistent par loyauté et justice, car ils savent que Socrate dit vrai. Il se distingue de la plupart des hommes, même devant le tribunal, là où d'autres auraient changé. Il n'y a aucun drame larmoyant. Du courage face à la mort, décider de ce qui est juste, et comme le juge de juger selon la loi. Socrate a renoncé à une vie tranquille, négligeant fortune, intérêts privés, commandement militaire, et s'est engagé dans aucune voie avec profit. Socrate est convaincu qu'il ne fait de tort à personne. Il refuse l'exil et refuse d'arrêter de philosopher sans peine de désobéir au Dieu. L'ironie socratique est de feindre l'ignorance pour démasquer l'ignorance des autres. Et c'est le plus grand des biens pour un homme de s'entretenir de la vertu et d'une vie sans examen qui ne mérite pas d'être vécue. Il préfère mourir que vivre à pareil prix. Le difficile n'est pas d'éviter la mort, mais bien plutôt d'éviter de mal faire. Le mal court plus vite près nous que la mort. Ce qui est honorable est de devenir vraiment un homme de bien. La mort est un bien. C'est un départ, un passage de l'âme de ce lieu dans un autre. Si le sentiment n'existe plus, si la mort est un de ces sommeils où l'on ne voit plus rien, même en songe, quel merveilleux avantage ça doit être que de mourir. Si la mort est un sommeil,
c'est un souvenir aussi, et un souvenir de la vertu. La mort de Socrate est présentée dans l'Apologie comme nécessaire, car puisque la cité entend l'empêcher de poursuivre sa mission philosophique, ne pas mourir le mettrait en contradiction avec ses principes. La mort n'est pas à craindre. Distinction entre savoir fondé et opinion. Avoir peur de la mort, c'est prétendre savoir ce qu'ils ne savent pas. En contraste avec l'ignorance sur la mort, ce qu'il sait, c'est qu'il est mauvais et honteux de faire du mal. La mort ne peut être qu'un bien. Sa voix divine se tait, son démon. C'est un signe, car d'ordinaire, elle prévient des dangers. Puis en analysant la mort, qui est soit un état d'insensibilité, soit un passage vers une existence où l'on s'entretiendra avec les héros du passé. Dans aucun des deux cas, elle est à craindre. Enfin, il n'y a pas de mal possible pour l'homme de bien. Le seul mal possible est un mal moral, et tranche ainsi le problème métaphysique de la destinée humaine après la mort. Par ailleurs, Socrate contestait le bien fondé de l'éducation traditionnelle. L'éducation est du ressort de la cité, et non une affaire privée. Socrate se pose en rival de l'influence paternelle. La vertu politique s'enseigne. Deux vertus, la honte et la justice. Aristote dira « L'homme est un animal politique par nature ». Pour Socrate, la vertu est un savoir. Or, la majorité des gens ne possèdent pas ce savoir. L'âme est un souffle, le soi de l'individu, lieu de la pensée, des émotions et de la moralité. Pour Socrate, améliorer son âme signifie arriver à un état où l'âme est entièrement gouvernée par la raison. Le sujet est alors vertueux en raison d'un savoir rationnel qu'il possède et qui lui indique que faire le bien et fuir le mal sont à la fois avantageux et conformes à sa vraie nature, entièrement soumise à la raison. Platon dissociera le cœur, le courage et le désir, qui ne sont pas des jugements entièrement raisonnables. Des vertus, Socrate faisait des sciences, et il les montre que leur savoir est un faux savoir. Socrate montre que les faux savoirs sont par contre une vraie ignorance. Selon Luc Brisson, la réfutation et l'écosse lui donnent une figure nouvelle en le rattachant à l'interrogation dialectique et en amenant l'adversaire à se contredire lui-même. La réfutation socratique, l'objectif étant d'améliorer son âme. Mise en pratique de la vision de Socrate. C'est une procédure morale et non pas une victoire comme les sophistes en remplaçant une croyance par une autre. Il s'agit d'amener son adversaire à prendre soin de son âme. Socrate reconnaît qu'il est mal vu des Athéniens et que sa mauvaise réputation va peser lourd dans le procès. Les Athéniens considéraient Socrate comme un sophiste. Il vaut mieux subir l'injustice que la commettre, qui va contre le bon sens unanime des hommes. Et comme un sophiste tente de faire triompher un argument faible d'un argument plus fort, et le fait de ne pas être payé mais d'être entouré de jeunes oisifs faisait une mince différence pour l'Athénien entre Socrate et les sophistes. L'accusation de philosophe de la nature répond quand il s'agit de sottises à propos des choses qui n'entend rien. Mais dans sa jeunesse, il ne serait intéressé de près à la recherche sur la nature. Il a été déçu et abandonna pour un domaine plus pratique, la vertu utile et politique. Aristote reconnaît l'avancée de Socrate sur une recherche philosophique axée sur l'universel et le premier qui fixe la pensée sur les définitions. Je me réfugie du côté des notions et apercevoir en elles la vérité des êtres. Il y a deux Socrates. Un pré-socratique qui s'efforcerait de découvrir la vérité des choses ou des êtres, et un second socratique qui
qui est de Platon, et qui rend comme matière première de son interrogation dialectique les opinions de ses interlocuteurs. Socrate a retenu des sophistes l'art de conduire un raisonnement de façon méthodique. En moins 423, les nuées d'Aristophane marquent un tournant entre ces deux Socrates. Les braves gens et le bon sens se définissent surtout par une haine viscérale des intellectuels, qui ne pouvaient ou ne voulaient faire de distinction entre philosophie naturaliste et interrogation des sophistes. La raison est la faculté humaine suprême, le Dieu socratique de la raison. La religion traditionnelle est un irremplaçable facteur de cohésion sociale. Ainsi, Socrate ne pouvait pas adhérer aux superstitions ridicules à cause de ses exigences intellectuelles et morales. Socrate remplace les dieux traditionnels par le Dieu socratique de la raison. Seule la vertu morale rend heureux. Dans la République, Platon interdira qu'on laisse raconter les histoires immorales sur les dieux, jalousie, adultère, etc. Les dieux doivent avoir un comportement conforme à la vertu et sont réellement des modèles pour les humains. Socrate, valeureux guerrier, avant les positions intellectuelles opposées à la démocratie. Pour Karl Popper, Socrate est le champion de la société ouverte et l'ami de la démocratie. Socrate critiquait sans ménagement la démocratie athénienne. Il ne faisait guère d'illusions, sur la possibilité d'améliorer la foule. Et c'est en donnant le pouvoir à la masse que la démocratie est mauvaise. Socrate tire la leçon des derniers événements qu'a subi Athènes, l'exigence d'une réforme intellectuelle et morale. Le système lui-même des valeurs est à revoir. Un nouveau système sur des bases universelles, c'est-à-dire rationnelles, l'ancien système étant inopérant. Ne trouvant aucun expert et étant lui-même incapable d'en former, il s'adresse à tous pour rappeler ses concitoyens à la raison. Prendre soin de son âme et l'améliorer. Attendre aucun secours de la part des diverses institutions politiques et sociales. Améliorer son âme, un devoir politique, c'est-à-dire en chasser le désordre au profit de la connaissance rationnelle et de la vérité. Connaissance de soi-même. Ainsi, inciter les Athéniens à ce retour sur eux-mêmes. Rendre son âme aussi bonne que possible. Destruction des faux savoirs par une phase critique persuasive. En fait, Socrate, à sa manière, formait des hommes politiques. La démocratie, le régime le moins mauvais. Respecter la loi, refuser de s'enfuir de sa prison. Mais à la différence de Sparte, la discussion était encore possible. Comme Winston Churchill l'a dit, de la démocratie parlementaire, c'est le pire des régimes à l'exclusion des autres. Pour Platon, le but est le même. Il s'agit d'améliorer les âmes des citoyens, mais non plus par la persuasion, mais plutôt par la contrainte. La force de la tradition par la contrainte de la raison. Popper estime que cela est une régression. Le projet platonicien est totalitaire, et certains de ses textes portent une condamnation pure et simple de la dialectique critique de Socrate. Ne se laisser persuader par rien que pour une raison unique, celle qui est reconnue la meilleure à l'examen. Il a préféré être condamné que de renoncer à sa mission morale dans la cité. Dans un Athènes non vertueux, l'affrontement contre le philosophe était inévitable. Or, la cité étant en mesure d'imposer ses choix par la force, le philosophe doit presque nécessairement subir l'injustice. Prendre soin de son âme. C'est la débarrasser du vice. Selon Socrate, l'âme peut être entièrement soumise à la raison, donc nul n'est méchant de son plein gré. Le mal dont la forme éminente est l'injustice est donc le produit d'une ignorance. Thèse socratique, il est dans l'intérêt de l'individu injuste d'être puni. C'est une maladie. En affrontant la mort au nom de ses convictions,
Socrate montre la place qu'a pour lui l'exigence de moralité. Se démarquant des sophistes, il dessine ainsi la figure du sage inaccessible au coup de la fortune. Hegel a vu dans le socratisme la naissance de la conscience de soi, érigée en valeur absolue. L'exigence de rationaliser son âme, qui est la définition socratique de l'éthique. Peu importe si le sage subit l'injustice, car la cité dans laquelle le sage ne souffrira plus d'injustice sera celle qui aura écouté l'enseignement des sages. La conscience de soi, valeur absolue. Mission philosophique de Socrate. Il est différent des autres, ni philosophe naturaliste, ni sophiste, qui était à la mode. Il suggère que sa personnalité et sa manière de vivre reposent sur un fondement extraordinaire. Avec Socrate, l'ironie, ironia en grec, prend une valeur positive, attitude faussement naïve pour amener l'interlocuteur à étaler ses contradictions. L'ironie est un procédé important de la réfutation socratique. Feindre l'ignorance pour que les autres se dévoilent. Pour Socrate, les sophistes sont les imposteurs et les ignorants. La politique de Socrate, dont le but est l'amélioration de l'âme des citoyens, n'a rien à voir avec les jouets oratoires de l'agora et les luttes pour le pouvoir. C'est une science qui lui est propre. Socrate ne suit pas un maître, mais l'oracle. Rupture, réforme radicale de la manière de faire de la philosophie. Ce fondement donne à la mission de Socrate une dimension absolue. Socrate est bien l'auteur de sa philosophie, et notamment de l'exigence de rationalité qu'elle porte. Socrate obéira au Dieu, il obéira au Dieu, et ne cessera de philosopher. Rendre son âme aussi bonne que possible. Désobéir au Dieu est mauvais, car il est garant de la rationalité du monde. Philosopher pour Socrate, c'est réfuter ses concitoyens pour les amener à améliorer leur âme en la soumettant à la raison. L'objet de la philosophie est la vertu. Le philosophe doit vivre éloigné de la richesse et du pouvoir. La philosophie est une affaire publique, s'adressant à tous. C'est une pratique interrogative. Le lieu du bien et du mal, c'est l'âme. La philosophie vise l'avantageux, le démonisme socratique. Il ne s'agit pas, comme dans le christianisme, de renoncer au bonheur terrestre. La thèse de Socrate est la vertu est la seule condition du bonheur. Le vicieux fait un mauvais calcul, c'est un ignorant. Il faudra donc le punir pour le corriger et l'amener au bien qui est son propre bien. Pour Socrate, avec sa fierté de langage, durant le procès, selon Xénophon, la mort était pour lui préférable à la vie. Pour Socrate, sa propre vie était sa défense, en vivant sans jamais commettre l'injustice. Peur de vieillir, pas de mourir. Comment prendre plaisir à vivre? Sentiment de mourir dans des circonstances qui feront un sentiment de tendresse à l'égard de Socrate. Il sera ainsi regretté. Sa voix intérieure s'opposant à sa défense. Il aime mieux mourir que de mendier bassement la faveur de vivre encore et dégager ainsi une existence bien pire que la mort. C'était sa résolution, selon Hermogénès. Socrate n'a jamais été convaincu de mensonge. Lors de l'oracle de Delphes, Apollon répondit devant un grand nombre de personnes qu'il n'y avait pas d'homme plus libre, plus juste et plus sage que Socrate. Sans l'assimiler à un dieu, il a été jugé bien supérieur aux hommes, car moins asservi aux appétits des sens, plus libre, et qui ne reçoit de personne ni présent ni salaire. Qui n'a besoin de rien de ce qui appartient à autrui? Sans rien dépenser, Socrate tire de son âme des plaisirs plus doux que ceux des autres.
Le temps était venu pour lui de mourir, et il refusa de s'évader et se moqua de l'aide. Courage et simplicité. Quand on meurt injustement, c'est à ceux qui condamnent que revient la honte. À ceux qui pleuraient lors de sa condamnation, il dit « Ne savez-vous pas que dès ma naissance, j'ai été condamné à mort par la nature ?» Il n'avait plus aucun mot à attendre de la vie. C'est un bonheur qui lui échoit de mourir maintenant. Il attendit donc et le reçut avec joie. Parmi ceux qui aspirent à la vertu, disait Xénophon, Socrate fut le plus utile des maîtres et ses disciples les plus heureux des hommes. Selon Diogène de Laërce, Socrate fut le premier à traiter de l'art de conduire sa vie et le premier philosophe condamné à mort et exécuté. Il spéculait et vivait avec les intérêts. Spéculation financière, il investissait des sommes récoltant des intérêts. Et quand il les avait dépensés, investissait de nouveau. Il recherchait ce qui était le bien et le mal dans chaque maison. Il méprisait les rires. Quand on lui donnait un coup de pied, il répondit « Ferais-je un procès à un âne si c'était lui qui m'avait tiré le coup de pied ?» selon Démétrius. Il n'eut aucun besoin de voyager sauf militaire et dialoguer pour renverser les opinions, mais pour atteindre le vrai. Il se livrait aux exercices physiques et se portait bien. Il sauva la vie de Xénophon. Il était de caractère ferme et refusa d'obéir. Il était indépendant et digne. Voyant une foule de choses à vendre, il dit « Beaucoup d'entre elles, moi j'en ai nul besoin. » Il récitait « Vases d'argent et vêtements de pourpre sont plus faits pour les acteurs de théâtre que pour la vie. » Il refusa avec mépris les présents offerts par les riches pour qu'ils soient présents à leur cour. Il méprisait les railleurs et tenait la frugalité en haute estime. Il ne demandait de salaire à personne. Quiconque a le moins de besoin était le plus proche de Dieu. Il refusa qu'on lui offre des serviteurs. Il vantait le loisir comme le plus grand des biens, mais que le seul bien est le savoir et le seul mal, l'ignorance. De tous les hommes, Socrate est le plus sage. L'image qui subsiste de lui est celle d'un homme qui interroge tout en enseignant, l'ironie socratique, qui fait découvrir à son interlocuteur ce qu'il croyait ignorer, la maïeutique, ou l'art d'accoucher les esprits, et qui le fait avancer sur la voie de la vérité par la dialectique. Pour Hegel, son procès révèle la figure tragique de Socrate. Parce que le héros qui a consciemment reconnu et exprimé le principe supérieur de l'esprit se trouve dans un monde qui ne pouvait pas encore supporter le principe de la réflexion subjective. Deux faces du procès. L'une est le contenu de l'accusation, l'autre est le rapport de Socrate au peuple. Il a été condamné à mort parce qu'il refusait de reconnaître la compétence du peuple. Le principe est corrupteur dans l'esprit du peuple d'Athènes. Ce que faisait Socrate était destructeur de cet esprit. La religion constitue un aspect de la législation publique. L'introduction d'un nouveau Dieu qui prenait pour principe la conscience de soi et provoquait la désobéissance était donc nécessairement un crime aux yeux du peuple. Socrate avait blessé et attaqué la vie athénienne. Le jugement a été appliqué car il n'a pas reconnu la majesté du peuple. L'individu doit s'incliner devant la puissance universelle. Socrate a offensé l'esprit, la vie morale de son peuple, et cette offense a été châtiée. Le peuple athénien et Socrate sont tous deux l'innocence qui est coupable et qui expie sa faute. Le destin de Socrate est authentiquement tragique. Il était le crime que le peuple commettait envers lui-même. Ainsi, l'esprit mondial s'est élevé à une conscience supérieure. Pour Nietzsche, Socrate est un dialecticien rationaliste, et son démon n'est guère qu'une hallucination. Mais dialectique et raison triomphent d'un mode de pensée aristocratique, témoin de la décadence des Hellènes. Socrate était laid pour le peuple, un motif de refus. Monstrum in fronte, monstrum in animo. Ses hallucinations auditives, tout chez lui est excessif. Tout est dissimulé et souterrain. Mais l'équation socratique, raison
égale vertu, égale bonheur. Avec la dialectique, c'est le plèbe qui prend le dessus, le crépuscule des idoles de Friedrich Nietzsche. Selon Popper, l'enseignement de Socrate est sa croyance en la raison humaine, sa foi en l'homme, l'énonciation d'une philosophie centrée sur l'individu, en engageant les hommes à se respecter les uns les autres. Pour Burnet, c'est à Socrate que nous devons le concept de l'âme, sur le terrain de la morale et non de la métaphysique. L'étincelle divine, la raison, l'amour de la vérité, du beau et du bien. Et grâce à la raison, on s'élève au-dessus des désirs pour devenir un individu responsable. Le procès n'a jamais eu l'intention de faire de Socrate un martyr, seulement d'obtenir son exil. Il défendait ses convictions et l'œuvre de sa vie fut condamnée. Socrate voulait insuffler à la démocratie une foi plus vivace. Dans son procès, il a voulu démontrer sa loyauté envers la cité. Le Criton de Platon est le testament de Socrate. S'il parlait, il violait les lois de l'État et faisait éclater sa déloyauté. Il devait donc rester au péril de sa vie. Sa mort est la preuve de sa sincérité. Son courage, sa modestie et sa simplicité. Son sens de l'humour ne l'ont jamais abandonné. Il a ainsi démontré qu'on peut mourir pour autre chose que le destin et la renommée, mais pour l'indépendance et le respect de soi-même. Le difficile n'est pas d'éviter la mort, mais bien plutôt d'éviter de mal faire. Le mal court après nous plus vite que la mort. Platon, Apologie de Socrate. Merci.